Par rapport au point fort et faible des candidats, le candidat Komi Olu, c'est un enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Son premier point fort, il a cultivé une certaine proximité avec les étudiants. Vous savez, il y a des étudiants qui viennent de l'intérieur du pays. Et les étudiants qui quittent leur village pour venir à Lomé dans la capitale, quand ils rentrent chez eux pour parler de Komi Olu dans leur localité à leurs parents, donc je pense que ça peut amener les parents à voter pour lui. Donc ça peut l'aider, ça peut influencer le jour du vote. Donc c'est un point fort pour lui. Le deuxième point fort de Komi Olu, c'est que c'est quelqu'un qui est intègre, qui n'aime pas l'injustice, qui se bat pour qu'il y ait une transparence dans la gestion des affaires publiques. Tout cela peut jouer en sa faveur parce qu'il y a beaucoup dans la masse électorale qui reprochent aux autorités togolaises des actes de corruption. Donc en voyant Komi Olu, on peut dire, ah, c'est quelqu'un qui incarne une certaine transparence, une certaine intégrité. Donc, on peut avoir confiance en lui. Donc, ça peut beaucoup l'aider. Son point faible, c'est que c'est quelqu'un, bien sûr, il intègre, mais c'est-à-dire, il n'arrive pas à faire la différence entre l'intellectualité et le monde politique. Il n'arrive pas à faire cette différence-là. Il croit que le monde universitaire, on le prend, on le transpose dans le monde politique et ça joue. Alors que des fois, il arrive des moments où la politique se départit complètement du monde universitaire. Le dernier point faible que je voudrais lui souligner, c'est que le professeur Olu, personne en réalité ne le connaît. Sur le plan électoral, il est vide. Il n'est pas connu, surtout l'étendue du territoire national. Parce que quand on parle des élections, ce sont des gens qui vont voter pour vous. Ce sont des millions de Togolais qui vont voter pour vous. Il a été directeur de campagne du candidat du PSR dans les années 2003. Après, on l'a vu toujours avec son ancien mentor, Abichessa. C'est quelqu'un qui n'est pas trop connu sur toute l'étendue du territoire national. Peut-être il est connu un peu dans sa localité, Kambole, mais ce n'est pas Kambole qui fait tout le Togo. Il peut être connu à Lomé ou dans sa localité, mais au fond, quand on parle des élections, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Sur le plan électoral, il n'existe pas au fait. Donc ça peut jouer contre lui. Quand nous voyons le candidat Traoré Tchassorin, juriste de son État, ça fait la deuxième fois qu'il se présente à une élection présidentielle. En 2015, il a eu un score bien insignifiant. Il se représente une fois de plus. Son point fort à ce niveau, c'est qu'il s'est déjà frotté au suffrage universel. Il sait comment ça se passe. Il a eu des difficultés en 2015. Peut-être ça va lui permettre de corriger certaines erreurs
Et ça, c'est un point fort pour lui. Donc, sur le plan programme, tout ça, c'est quelqu'un qui n'a pas encore de programme, qui n'a pas encore exposé au monde, au monde électoral, un programme bien ambitieux, peut-être qui se départit complètement des programmes du candidat de unir. C'est quelqu'un qui a autre chose comme point faible. Il s'est frotté avec, ou il a été avec la C14. Or, la C14, en réalité, bien sûr, à un moment donné, il s'est départi du lot, mais la C14 aujourd'hui n'a plus de crédibilité dans la masse électorale. Et la C14 a déçu un bon nombre de Togolais. Donc, quand on le voit, même s'il n'est plus avec la C14, il a toujours collé à lui une petite partie de la C14. Et l'autre point faible, à son niveau, c'est quelqu'un qui, à la dernière présidentielle de 2015, il n'a rien eu pratiquement sur le plan suffrage universel en matière de voix, et ça n'a pas été ça. Et aujourd'hui également, il n'a pas eu à travailler ces 5 dernières années pour combattre les brèches, pour faire ce qu'il devait faire, là où il a échoué, comment relever les défis. Il ne s'est pas imposé sur le plan électoral, sur toute l'étendue du territoire national. Donc, aujourd'hui, sur le plan électoral, il n'existe pas de façon significative. Donc, à ce niveau-là, il est bien parti pour ne pas gagner. Bon, quand nous voyons le candidat Aimé Gogué a été en troisième, il est arrivé à la 3e position en 2015. Oui, c'est un point fort pour lui, un point fort, mais il devrait arrêter les 5 années qui ont suivi, travailler dur. Bien sûr, il a été avec la C14, ils ont eu à faire trembler un peu le régime, mais il n'a pas su capitaliser pour s'imposer sur toute l'étendue du territoire national. De plus, regardez, il n'a pas participé aux dernières législatives. Ça veut dire simplement qu'en 2013, pas en 2013, en 2018, on ne l'a pas vu, il ne s'est pas imposé véritablement. Donc, c'est quelqu'un qui a perdu du temps pour lui-même. Il n'a pas eu de résultats significatifs durant ces 5 dernières années. Donc, à ce niveau-là, ça va lui être difficile. Et donc, je pense même que son résultat va aller un peu plus bas par rapport à 2015, parce que ces 5 dernières années, il ne s'est pas positionné véritablement. Il a été député, bien sûr, il a été député. En 2015, il a été candidat à la présidentielle de 2015, ça va lui permettre d'avoir, il a encore quelques électeurs qui vont lui être fidèles, donc avec son expérience, il peut arriver à rafler quelques voix. Mais sur le plan point faible, je pense qu'il n'a pas eu à travailler suffisamment ces 5 dernières années, il ne s'est pas imposé sur le plan électoral, il n'aura pratiquement rien sur le plan électoral. Et l'autre chose, c'est le côté âge. Il y a un conflit de génération qui ne dit pas fondamentalement son nom. Josh William Kouessa, son premier point faible, c'est qu'il s'est départi un peu de CAP 2015. Juste après la présidentielle, il s'est départi de CAP 2015, après peut-être l'amitié politique ou l'amitié de circonstances n'a pas été trop favorable pour lui. Et on a vu ce qu'est le CAP 2015. Bon, avec ça, les gens peuvent se dire, ah, puisqu'on est fatigué un peu de l'ancienne classe et que lui, il arrive, et il est en train d'émerger, on peut faire avec lui. Donc, sur ce point-là, certains Togolais peuvent voter pour lui, mais il reviendra de tenir un discours sérieux, un discours moins injurieux pour dire que la classe que je suis venu découvrir n'a pas été à la hauteur, et donc vous me faites confiance, vous me votez pour moi et je vais vous changer ceci, je vais vous changer cela. Et ces points faibles sont où s'assimilent un peu à ce que je viens de citer, et personne ne le connaît en fait. Sur le plan
électoral. Il ne s'est pas imposé en 2018, en 2019, il a été absent. Personne ne le connaît. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, personne ne le connaît. Les résultats, aux derniers résultats des législatives, des locales, il a été absent. Il ne s'est pas frotté à la masse électorale. Suffrage universel, personne ne le connaît. Personne ne le connaît fondamentalement. Donc ça va lui être difficile d'avoir 50%, même 2-3%. Je pense qu'il fera partie des derniers lors de cette course-là qui s'annonce avec beaucoup de ferveur. L'autre candidat aussi, c'est Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre, il a des points forts comme les autres et des points faibles également. Jean-Pierre Fabre, son premier point fort, c'est que c'est un téméraire. C'est quelqu'un qui aime s'affirmer. Quoi qu'on puisse dire, on parle de candidature unique, tout ça, non. C'est quelqu'un qui s'affirme. Et il est téméraire, il est courageux devant des difficultés et il s'affirme. Quoi qu'on puisse lui reprocher, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui, quoi qu'on puisse lui reprocher, il se dit, moi je vais aller et je vais gagner. Donc, ça en politique, c'est beaucoup, ça apporte, et ça rapporte. Donc, ces éléments-là constituent certains de ses points forts. Aujourd'hui, l'autre point fort aussi, c'est qu'il a un parti de l'opposition qui est très implanté sur le territoire national. À part UNI qui couvre tout le pays, je pense que le deuxième parti politique qui couvre tout le Togo, pratiquement, c'est à l'ANC, le parti de Jean-Pierre Fabre. Donc, dans toutes les régions, il peut arriver à rafler un peu. À la dernière présidentielle, il a eu un score qui n'a pas été de moindre. Aux dernières législatives, il a été absent. Mais au dernier local, c'était pour la première fois que l'ANC se positionnait seul. Donc, l'ANC a eu un score qui n'était pas de moindre en 2019 au dernier local. Donc, Jean-Pierre Fabre, avec son parti, il peut arriver à rafler un peu de voix. Et puis, il a été chef de file de l'opposition pendant 5 ans. C'est quelqu'un qui est un peu connu de la scène. Il est connu de la scène. Il a une certaine popularité. Si on demande aux étrangers qui vous connaissez le mieux sur le plan électoral, sur le plan politique, je pense qu'on vous parlera de Fonda Singbe et de Jean-Pierre Fabre. Donc Jean-Pierre Fabre est connu, il a une certaine popularité. Son parti qui est un peu bien implanté, il peut arriver à avoir un score favorable, mais je ne pense pas qu'il puisse gagner. Mais l'autre point faible, le premier point faible de Jean-Pierre Fabre, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent sur lui. En réalité, avec l'expérience qu'il a faite avec la C14, et du moment où aujourd'hui il n'est plus avec la C14, mais avec le discrédit qui est lancé sur la C14, le fait que la C14 ne soit pas arrivée à concrétiser certaines choses, tout cela aussi affecte un peu l'électorat de Jean-Pierre Fabre. Vous imaginez qu'au dernier local, quand vous voyez les résultats, vous voyez même dans le fief de Jean-Pierre Fabre, Jean-Pierre Fabre n'est pas arrivé à faire un score extraordinairement positif. Dans son fief, UNI a eu des résultats extraordinaires. Ce qui ne pouvait pas être le cas en 2003 par exemple, ou peut-être en 2013. Dans son camp, dans son propre fief, UNI, le parti au pouvoir, a eu des résultats conséquents, des résultats extraordinairement positifs. Donc, sur le plan électoral, je peux dire que Jean-Pierre Fabre, il est en train de perdre du terrain. Avec tout ce qu'on a dit sur lui et autres, il y a beaucoup aujourd'hui qui ne pourront plus se retrouver en Jean-Pierre Fabre comme en 2015. Du moment où, les 5 dernières années, il n'a pas réussi
a capitalisé ce qu'il a eu en 2015, a montré aux gens que c'est lui le chef de file de l'opposition. Il ne s'est pas imposé véritablement comme chef de file de l'opposition, comme deuxième homme politique, surtout sur le plan électoral. Il n'a pas réussi ça. Et il a eu toutes les difficultés pour s'affirmer, pour s'affirmer, et surtout par rapport à son programme. Jean-Pierre Fabre, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, il n'est pas éloquent. Et durant tout ce qu'on, quand vous voyez tous ces discours, dans tous ces discours, ça manque de la politique de proposition. Dans tout son discours, on ne sent pas de la politique sérieuse. Donc, c'est à ce niveau-là, les Togolais ne sont toujours pas convaincus. Jean-Pierre Fabre n'arrive pas à convaincre avec ses programmes. Donc, il est moins éloquent, fait que la communauté internationale n'arrive pas à lui faire confiance. Aujourd'hui, la communauté internationale n'arrive pas à faire confiance à Jean-Pierre Fabre parce qu'il n'arrive pas à convaincre. C'est l'un de ses défauts, l'un de ses points faibles. Jean-Pierre Fabre n'arrive pas à convaincre, et sur le plan national, et sur le plan international, il n'arrive pas à convaincre. Ça, c'est quelque chose dont il aura nécessairement besoin pour pouvoir s'installer, pour pouvoir gagner et s'installer sur le fauteuil présidentiel togolais. Donc à ce niveau-là, il a toutes les difficultés. Donc il lui reviendra en réalité pour gagner, pour avoir 40%, 51%, 50,01 ou 0,2%, de convaincre suffisamment son électorat, de leur dire que peut-être il a commis des erreurs. Et aujourd'hui, il est sûr qu'avec leur concours, il pourrait les réparer et promettre un avenir beaucoup plus radieux aux Togolais. L'autre candidat, c'est Agbeome Kodjo. Agbeome Kodjo, son premier point fort, c'est qu'il a un prélat avec lui, qui n'est pas des moindres, qui connaît l'histoire politique de ce pays, qui a eu à diriger la conférence nationale. Un prélat, un catholique, un responsable catholique. C'est le système qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui a eu à gérer un point de pouvoir dans ce pays. Donc Agbeome Kodjo, avec son expérience, ses réseaux, il peut vraiment influencer. Donc il y a certains électeurs qui se disent, comme lui, la communauté internationale peut avoir confiance en lui, peut lui céder un certain nombre de choses, ou peut concéder certaines choses avec lui. Donc, il pourrait être possible, ou il serait intéressant de voter pour lui. Donc, tout ça là constitue certains de ses points forts. Par rapport aux points faibles, je disais tout à l'heure, Agbeome a une partie du monde catholique avec lui. C'est un discours. Le jour du vote, on le constatera. Mais je voudrais ici rappeler que, vous savez, en 2017, François Fillon, qui est un catholique fin, qui prie au moins 6 fois par jour, avait le monde catholique avec lui. François Fillon en France, candidat à la présidentielle 2017, face à Emmanuel Macron, à Marine Le Pen, il avait le monde catholique avec lui. La France, c'est 60% de catholiques. La France, c'est un pays majoritairement catholique. Donc François Fillon savait pertinemment que s'il allait à la présidentielle 2017, le monde catholique allait voter pour lui. Mais il oubliait qu'il avait un passé. Il avait un passé. Et quand on a sorti son passé, François Fillon a été vu tout son électorat partir ou disparaître comme un château de cartes. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est pour dire qu'Agbeome Kodjo peut avoir le monde catholique avec lui. Mais le passé est en train de le rattraper. Le passé est en train de rattraper Agbeome Kodjo. Quoi qu'on puisse dire, personne ne dit que c'est lui qui a fait Frojardin. Personne ne dit que non, personne ne trouve le juge coupable. Par rapport à ce qui s'est passé le 25 janvier 1993, Frojardin. Les Togolais n'arrivent pas à oublier Agbeome Kodjo quand on cite le 25 janvier 1993. Et quand on voit les réseaux sociaux, cette affaire-là revient toujours. Bien sûr, c'est des douanes. Personne ne dit que c'est lui. Il se dédouane, il se défend. Mais il y a des gens qui disent que non, il a quelque chose. Du moment où il a été mis de l'intérieur de la sécurité. Donc il y a quelque chose à voir avec ça. Donc, et puis,
Il y a des parents qui ont eu à traverser des choses comme ça et qui rappellent ça et qui répètent ça à leurs enfants. Tout ça là, ça noie une partie de son électorat. Donc sur ce point-là, au niveau de la masse, on dit non à Agbonme Kodjo, non. Quand il a été avec le régime, il n'a pas été tendre avec la population, il n'a pas été tendre avec l'opposition. Il se dédouane, il dit qu'il n'en a rien à voir, qu'il n'en est pas coupable. L'autre chose qui constitue un de ses points faibles, c'est qu'il n'est pas aimé par ses amis de l'opposition. Du moment où il a eu à travailler avec le régime, du moment où il a eu à composer avec le régime, il y a des amis de certains opposants qui n'arrivent toujours pas à lui faire confiance. Vous avez vu comment il a été traité avec le CST. Après le CST, après les résultats des législatives, vous voyez comment on l'a remercié. Et regardez même ce qui s'est passé. La C14 qui se battait pour la candidature unique et qui avait eu le soutien de Monseigneur Kodjo au dernier local en 2019. Monseigneur Kodjo qui dit, je propose un candidat unique ou regardez avec tout ce qui se passe, c'est Agbonme Kodjo qui va être le candidat unique de l'opposition. Le premier communiqué signé de la dame Agbonme, c'est que la C14 prend acte. La C14 ne s'est pas jetée sur son soutien pour dire, ah comme ça vient de Monseigneur Kodjo, de ça qui doit être quelque chose de crédible. Et donc, nous apportons tout notre soutien à Agbonme Kodjo. Ils ne l'ont pas fait. Donc il a fallu peut-être certaines transactions de coulisses avant que Dame Adjamabo ne rejoigne le camp Agbonme Kodjo. Donc, à ce niveau-là, vous voyez comment il n'est pas aimé. Mais l'autre chose que je voudrais aussi ajouter, surtout par rapport à ses points faibles. On a cité, en début de semaine, il a eu à avoir une rencontre avec J-Christ Olympe, l'actuel chef de file de l'opposition. Les gens ont dit, il y a des commentaires à l'air, un peu partout, ça et là. Les gens disent que J-Christ Olympe lui apporte son soutien. Et le lendemain, J-Christ Olympe, le parti a sorti un communiqué pour dire qu'il n'en était rien. Donc vous imaginez, c'est pour dire qu'en réalité, non, on ne vous soutient pas. C'est radical, c'est catégorique. On pouvait ne pas sortir ce communiqué-là, pour laisser tout le monde dans le flou. Mais c'est pour dire à Agbonme Kodjo, monsieur, on ne vous soutient pas. Donc ça veut dire dans la masse de l'opposition, il n'a pas confiance. Vous imaginez quand dans la masse de l'opposition, on n'a pas confiance en vous. Il y a des gens qui sont fidèles à leur patron, au président de parti politique. Au lieu qui peut-être, ils appellent leur candidat ou leur militaire sympathisant à aller voter pour vous. Du moment où ils n'ont pas confiance en vous, ils ne vont pas donner des consignes favorables à votre élection. Ils vont dire, restez chez vous ou choisissez le candidat de votre choix. Ou sinon, tous ces candidats ou ces opposants-là, peut-être qu'ils ne se positionnent pas pour la présidentielle, pourraient appeler à voter pour Agbonme Kodjo. Mais des gens ne le font pas parce qu'ils n'ont pas confiance en lui. Ça doit être un coup dur pour Agbonme Kodjo. Ça doit être un coup dur pour Agbonme Kodjo. On dit aussi qu'il a des réseaux, bien sûr, mais il n'a pas plus de réseaux que le régime qui est en place. C'est le régime qui lui a permis d'avoir le réseau, les réseaux qu'il a aujourd'hui, c'est le régime qui l'a construit. Donc ça là, c'est rien en fait, c'est rien. L'autre chose que je voudrais souligner, dernier point faible d'Agbonme Kodjo, c'est quelqu'un, bien sûr, il a été à la présidentielle de 2010, mais sur le plan national, il n'est pas connu, c'est-à-dire dans les urnes, il n'est pas connu. Il ne s'est pas imposé. Au dernier législatif, on voit les résultats qu'il a eu. Au dernier local, on voit les conseils municipaux qu'il a eu. Près de 30 ans, près de 25 comme ça. Mais les conseils municipaux qu'il a eu. Ah, ça c'est quelque chose de lourd en fait. Donc, quelqu'un qui vient d'avoir ces résultats, moins d'un an après, il va lui être difficile d'avoir 30, 40, 50%. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a eu peut-être 0,91% en 2010, qui vient d'avoir des résultats insignifiants au dernier local, ça va lui être tellement difficile de gagner à la présidentielle. Ça va lui être tellement difficile. Donc, sur le plan national, électoralement parlant, il n'existe pratiquement pas. À ce niveau aussi, ce que je trouve étonnant, c'est que Agbonme Kodjo accepte cette réanimation. Bien sûr, c'est une bonne chose. Comment vous êtes, vous faites partie des derniers de la classe et vous voulez aller au premier niveau, vous voulez devenir premier aux prochains examens et vous allez vous rallier, vous allez faire un métier avec des gens qui sont plus bas que vous. Ça va être compliqué.
Quand ils se rallient avec, ou quand les Poda deviennent ses amis, les Poda, les Sauteurs, les Fulbert Tissot deviennent ses amis, c'est pour attendre quoi? Fulbert Tissot, personne ne le connaît sur le plan électoral. Poda, on dit, il a dû travailler dans les institutions internationales. Ce ne sont pas les institutions internationales qui votent au Togo. Ce sont les Togolais sur place et peut-être quelques-uns de la diaspora qui votent. Ce ne sont pas les institutions internationales qui votent. Mais bien sûr, il est connu dans ces institutions internationales, mais personne ne le connaît. Sauteur, personne ne le connaît. Fulbert Tissot, il a été au dernier local, résultat insignifiant. Donc ça va lui être tellement difficile. Donc il y a des ralliements, mais qui sont avec sa candidature, mais qui ne lui apporteront rien pratiquement. L'autre candidat dont je voudrais parler, c'est le candidat du UNIR, Faure Gnassingbé, qui est à la tête du Togo, ça fait déjà 15 ans. Qui maîtrise le pays aujourd'hui. Il venait peut-être, on pouvait dire qu'il n'avait pas d'expérience de chef d'État, mais aujourd'hui, 15 ans après, on peut dire qu'il a une certaine expérience. C'est normal, ce qui est normal et naturel. Donc son premier point fort, c'est qu'il a un bilan à son actif. Il a un bilan. Quand vous voyez le Togo de 2005, où tous les indicateurs étaient au rouge, Togo de 2010, après 2007, où les baillons ont commencé par revenir, les institutions de Bretton Woods ont commencé par gagner la BAC Togo, 2015 et aujourd'hui 2020, vous allez voir que le pays a profondément changé, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Sur le plan infrastructure, le pays a profondément changé. Les indicateurs du Togo ne sont plus au rouge. Donc ça, c'est un premier point fort de Faure Gnassingbé. C'est quelqu'un qui est à la tête du pays et qui, sur ce point, des résultats impressionnants. Et là, il peut aller avec ce point fort devant les électeurs en disant que regardez, quand vous m'avez donné vos suffrages en 2010, en 2005, en 2010, en 2015, voilà les résultats. J'ai essayé de changer la courbe du chômage. J'ai essayé de changer la courbe de la pauvreté. Aujourd'hui, il y a des Nations Unies qui sont avec nous. Tous les partenaires sont revenus. Nous-mêmes, nous avons de nouveaux partenaires. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez voter pour moi. Aujourd'hui, il y a le dernier rapport, le Doing Business, qui montre que le Togo est en train d'assainir son climat des affaires, ce qui peut faire revenir, peut-être revenir certains investisseurs qui avaient quitté le pays, ou qui peut faire venir d'autres investisseurs qui voudraient bien tenter l'expérience Togo. L'autre point fort de Faure Gnassingbé, c'est qu'il y a. Le point fort de Faure Gnassingbé, c'est qu'aujourd'hui, il y a quoi? Il y a la paix. Il y a la stabilité au Togo. Il y a la paix et la stabilité, ça rassure. Et regardez dans la sous-région, dans la région ouest-africaine, où le Burkina Faso est en difficulté avec les terroristes, où le Mali difficulté avec les terroristes, le Togo étant le pilier du G5 Sahel, il va être difficile à la communauté internationale de ne pas soutenir Faure Gnassingbé. Donc du coup, il a le soutien de la communauté internationale. Faure Gnassingbé a le soutien aujourd'hui de la communauté internationale. C'est un point fort pour lui aujourd'hui. On ne peut pas être lui sans le soutien ou sans l'aval de la communauté internationale. Donc sur ce point, il a le soutien de la communauté internationale. Pour avoir la sécurité dans la région ouest-africaine, on ne peut pas ne pas composer avec Faure Gnassingbé, on ne peut pas ne pas composer avec l'armée togolaise. On a besoin de Faure Gnassingbé, on a besoin de son armée, parce que l'armée togolaise, c'est une armée bien professionnelle, c'est une armée bien disciplinée. Nous avons une armée, nous avons un état-major, donc c'est son papa et lui qui ont construit cela. Donc on se dit, ce monsieur, il arrive à faire quelque chose sur le plan sécuritaire, donc on ne peut pas ne pas composer avec lui. Ça, c'est un soutien fort pour lui, qui peut vraiment jouer, et il peut le brandir devant les électeurs pour dire, vous avez fait de moi président, regardez les résultats impressionnants que je vous apporte. Aujourd'hui, donnez-moi encore confiance. Et si vous me lâchez aujourd'hui, ça va être compliqué. Aucun, peut-être, il va être difficile à la communauté nationale de ne pas composer avec lui parce qu'on le fait partie, peut-être, ça va peut-être fragiliser la zone. Donc, à ce niveau-là, on a la communauté internationale a besoin de lui. C'est également un point fort
pour Faure Gnassingbé. L'image du Togo est en train de changer. À l'extérieur, le Togo est en train de reprendre. Le port autonome de Lomé est en train de revivre. Et de très belles expériences. Il y a beaucoup de choses qui changent dans ce pays. Et donc, on peut dire, ce sont ces points forts qui vont lui valoir l'adhésion de plusieurs Togolais. Peut-être je vais encore revenir sur certains points forts, mais on parle de ces points faibles. Les points faibles de Faure Gnassingbé. Le premier point faible de Faure Gnassingbé, c'est son patronyme. Gnassingbé. Vous savez, les Togolais, il y a des Togolais qui n'arrivent toujours pas à concevoir qu'il soit Gnassingbé, que ce soit toujours Gnassingbé qui soit à la tête du pays. Les Togolais disent, son papa fait 38 ans, lui aussi vient, il est toujours là. Donc quand les opposants vont brandir ça dans la masse électorale, on va dire oui, on ne peut pas toujours continuer avec la famille Gnassingbé. Ça, son patronyme, son nom, ça l'embête sur le plan électoral. Mais je dis simplement, ça c'est mon analyse, je dis simplement que se rappeler toujours cela, c'est discriminatoire. C'est discriminatoire parce qu'il n'est écrit dans aucune loi togolaise que 2 ou 3 familles Gnassingbé ne peuvent pas être président, ou ne peuvent pas postuler, ou ne peuvent se positionner pour la présidentielle. Si je dis simplement, moi je pose cette question, je dis, si du jour au lendemain, un autre Gnassingbé se positionne pour une présidentielle, on va dire qu'on ne va pas voter pour lui. Non, on ne peut pas l'empêcher d'être candidat. Parce que c'est un Togolais. Donc ce discours-là est tellement discriminatoire. Et de plus, ça n'apporte rien au débat. Ça n'apporte pratiquement rien. Parce que c'est un peu un débat de fond. On n'en a rien à cirer au fait. Mais ça joue. Et il va falloir que les gens cessent ça parce que ça ne change pratiquement rien. Ça ne change pratiquement rien. C'est un de ses points faibles. Mais on ne peut rien changer. C'est un Togolais. Il peut se positionner. Parce que la loi l'autorise, la loi le lui permet. L'autre point faible aussi, c'est que c'est le côté social. Bien sûr, de 2015 à aujourd'hui, sur le plan social, la courbe peut un peu grimper, des choses on peut grimper en faveur du Togo. Mais c'est toujours insuffisant. Bien sûr, dans les pays du monde, il y a, dans plusieurs pays du monde, il y a le côté social n'arrive toujours pas à être réglé suffisamment. Et lors d'un débat avec François Mitterrand et un de ses candidats que j'oublie, lors d'un débat fait télévisé, François Mitterrand dit le chômage, nous avons tout essayé, on n'y peut rien. Donc, au Togo, bien sûr, on a essayé des choses. Il y a des choses qui ont nettement évolué, mais il y a toujours assez de chemin. Des gens n'arrivent toujours pas à trouver à faire. Et les Togolais souffrent toujours. Les Togolais n'arrivent toujours pas à s'assurer 3 repas par jour. Ils n'arrivent pas à vivre avec plus d'$1, plus de $2 par jour. Ils vivent toujours avec, la plupart, plusieurs Togolais vivent toujours avec moins d'$1 par jour. C'est tellement compliqué. Bien sûr, on m'a dit c'est comme ça dans la plupart des pays africains, même des pays africains, mais on peut changer cela. Du moment où on a commencé quelque chose, on peut aller loin. Et sur le plan santé surtout, c'est comme quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas droit aux soins adéquats. Dans des centres de santé publique, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. L'accueil n'est toujours pas bien reluisant. On a besoin d'argent, on doit remplir certaines formalités avant qu'on ne soigne le malade. Sur le plan santé, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de moyens. Pour peut-être de petits soins, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de moyens. Les gens n'arrivent pas à se soigner suffisamment parce qu'ils manquent de moyens. Dans les hôpitaux, peut-être il n'y a pas de lit bien disponible. Je lisais un truc il y a quelques années. On dit dans certains hôpitaux du Maroc, il n'y a pas de lit disponible. En Afrique aussi, c'est au Maroc, pays maghrébin, comment on peut avoir ça aussi? Donc ça veut dire simplement que les problèmes en réalité sont un peu partout. Mais au Togo, il faut encore beaucoup plus d'efforts pour que sur le plan social, sur le plan santé, que les premiers soins dans les hôpitaux publics
soient gratuits. Les soins préliminaires, vous tombez malade, on vous amène à l'hôpital, on n'a pas besoin de vous connaître votre nom, votre identité, d'où vous venez. On vous soigne. Les premiers soins, on vous les assure gratuitement. On vous les assure. On vous gère vos premiers soins et on stabilise votre état. Et après, on pourrait vous demander comment ça va, vous venez comment et tout ça. Et puis on pourrait vous prescrire d'autres soins ou d'autres produits ou d'autres analyses. Mais il faut qu'on vous stabilise, il faut que les premiers soins soient gratuits. Aujourd'hui, parce que c'est ça en fait. Si le Fonds Gnassingbé arrive à gérer ce côté social, le côté santé, où les Togolais n'auront plus du mal à se faire soigner à l'hôpital, où on subventionne le monde privé et médical, où vous tombez malade, vous allez dans n'importe quel hôpital, on peut vous assurer, on peut vous soigner gratuitement. Je pense que ça va aller. Et puis l'autre chose aussi, c'est que le Togo est un pays où l'argent n'arrive pas à circuler. L'argent n'arrive pas à circuler, ce n'est pas bon pour l'économie du Togo. Quand on parle de l'économie du Togo, c'est tellement simple. Quand on parle de l'économie, c'est simple. Quand on parle de la croissance, c'est simple. C'est l'investissement et la consommation. Quand on investit et il n'y a pas une masse qui consomme, l'investissement n'évolue pas. C'est-à-dire, on veut aujourd'hui, on parle du PNB. On a besoin que des investisseurs viennent. On a besoin que des usines se créent. Mais là, quand les usines se créent, quand les supermarchés se créent, quand les restaurants s'ouvrent, maintenant, qui va aller dans ces restaurants, qui va aller dans ces usines, dans ces boutiques, dans ces supermarchés pour consommer, pour aller acheter? Ce sont les Togolais. Mais il va falloir que ces Togolais aient un peu de moyens suffisants pour pouvoir aller consommer et faire tourner ces entreprises-là. Parce que quand on fait venir les investisseurs et qu'il n'y a pas en face des consommateurs, les usines vont être obligées de fermer leurs portes et de quitter. Donc c'est là où on parlera de délocalisation. N'oubliez pas qu'en France, ce qui est arrivé après 2008, c'est la délocalisation. Et c'est ça qui a secoué un peu l'économie française. Parce que eux, en face, la masse n'arrive pas à consommer. L'autre chose, le travail coûte cher. Les impôts sont chers. Les entreprises sont obligées de quitter, de fermer et de quitter le territoire. La délocalisation a vraiment secoué l'économie française en 2008. Et ça continue toujours. La France et la Suède sont des pays où on paye excessivement les impôts, où le travail coûte excessivement cher. Donc ici, ce qu'on peut demander, c'est qu'on trouve des canaux de redistribution de l'argent. On peut distribuer l'argent ou non. Mais c'est-à-dire qu'on fasse tout, qu'on trouve des mécanismes économiques pour faire redistribuer l'argent, pour faire redistribuer les richesses nationales. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des événements. Il faut créer des entreprises, de petites entreprises dans les localités où on embauche des gens, où on les paye. On le paye. Et quand ils perçoivent le salaire, ils peuvent aller dans ces entreprises ou dans des usines, dans des magasins pour consommer. Il faut que, pour conclure à ce niveau, il faut que les gens aient de l'argent. Il faut tout faire pour que l'argent circule dans le pays, pour faire tourner l'économie du Togo et pour une réussite parfaite du plan national de développement. Donc, en gros, je pense qu'avec ça, si on veut pronostiquer, on a parlé des points forts et des points faibles de tous les candidats. Celui-là qui a un bilan aujourd'hui à défendre, je pense que c'est Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé, à ce niveau, l'un de ses points forts que je laissais pour la fin, c'est le côté scientifique de la chose, le côté électoral. Son parti a remporté les législatives de 2018. Son parti a remporté les locales de 2019. Vous imaginez, 2018, 6 mois après, son parti remporte toujours. De juin à aujourd'hui, ça fait 8 mois. Il serait miraculeux que son parti ne remporte plus. Ça va être extrêmement compliqué. Donc, c'est presque sûr qu'au vu des deux derniers résultats, Faure Gnassingbé va facilement gagner. Même il y a des opposants qui disent que Faure Gnassingbé va gagner. Ils savent que Faure Gnassingbé va gagner, mais ils se disent qu'ils ne vont plus boycotter. Parce que quand ils voient tout ça là, ils se disent le parti est le plus implanté, Uni est le plus implanté. Uni connaît le pays, Uni maîtrise tout le Togo. Uni maîtrise tout le Togo. Donc, le parti est connu.
Faure Gnassingbé remporte la présidentielle du 22 février 2020. Donc, celui-là qui va gagner, si on peut pronostiquer, moi je pense que Faure Gnassingbé peut sortir vainqueur de la présidentielle du 22 février 2020 avec plus de 58%, plus de 61%, suivi de Jean-Pierre Fabre qui aura peut-être 16 ou 20 quelques %. Il va être difficile d'avoir encore 30%, 35%. Après, on pourrait voir Agbome Kodjo et avec Gogué, après les autres suivront. Les Oulou, les Tchassona Traoré, où les Georges Kouessan vont nager dans les 0,1%, 0,001%. Donc, avec ça, là, on verra ce que ça va donner. La campagne vient à peine de démarrer. Donc, que Dieu nous aide et nous fasse vivre de très belles campagnes, ce qui pourrait nous aider, nous, journalistes chroniqueurs politiques, à faire de très belles analyses. Merci beaucoup et bonne suite.